Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 85 Chrono Agenda. Comme tous les jeudis soirs, on va vous présenter les principaux rendez-vous sportifs du week-end, ou plutôt c'est Alexandre Le Naour qui va vous les présenter. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Aurélien. Et on va parler voile, comme la semaine dernière, avec Fabrice Guyon, notre chroniqueur voile. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Et nos deux invités, un qui est en plateau, c'est Sébastien Simon, skipper. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Et un autre qui est à distance, en visio, depuis la Belgique, c'est Denis Van Weinberg. Bonsoir Denis. Bonsoir à tous. Alors, on va parler bien sûr de votre actualité à tous les deux, qui évolue notamment dans la classe IMOCA. Mais avant ça, on va revenir, Fabrice, sur l'événement de la semaine, le départ de la Route du Rhum, qui était prévu dimanche dernier, qui a été décalé à ce mercredi. Alors effectivement, la Route du Rhum, 12e édition. Ce départ qui était prévu dimanche, les conditions météo ne permettaient pas de lancer le départ dans des conditions de sécurité optimales. Je rappelle quand même que c'est une édition, encore une fois, record. 138 bateaux sur la ligne de départ. Le départ reporté hier, mercredi, 14h15. On a pu voir de très très belles images. Sébastien, je sais que vous étiez sur place. On va voir des images d'ailleurs. Et que vous avez apprécié ce départ. Alors les 24 premières heures, on sait, sur une course, il se passe souvent des choses. C'est déjà le cas. Alors le fait marquant du jour, c'est Armel Lecléache sur l'ultime Banque Populaire qui a cassé une dérive, donc qui fait demi-tour, qui rentre sur l'Orient. Alors réparera-t-il pas, repartira-t-il pas, on ne sait pas, mais c'est vrai qu'on a vu quelques bobos quand même sur ces premières 24 heures. Une collision en IMOCA aussi, malheureusement, sur le départ avec le japonais Kojiro Shiraishi, qui malheureusement abandonne également cette route du Rhum. Voilà, dans toutes les classes, il y a eu quelques bobos, des petits accidents de parcours pour certains, mais en tout cas un très très beau départ, une course qui est déjà très bien lancée. Sébastien, vous y étiez à ce départ du côté de Saint-Malo. Qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Effectivement, j'étais à la pointe du Groin en tant que consultant, donc voilà, c'était un plaisir de voir ce départ. Forcément, une petite pointe de regret de ne pas être sur l'eau avec mes amis et concurrents, mais en tout cas, j'espère y être pour la prochaine fois. Mais c'est vrai que ça promet d'être une très très belle édition. Alors, on a parlé des premières cases, des premiers bobos. Fabrice, on va voir un point quand même sur la carto, sur ce qui se passe sur la course. Alors, on va s'intéresser à deux catégories en particulier. Alors, ça, c'est les IMOCA. On va regarder les IMOCA. Donc, on le voit. Donc, le classement que vous voyez à gauche, il est effectué en fonction de la distance à la route directe. Mais c'est bien vers le bas de l'écran que ça se passe avec Apivia et Charlie Dalin qui mènent la danse. Oui, tout à fait, qui mènent la danse. Alors qu'on fait un choix, alors Sébastien, on pourra peut-être avoir son analyse, qu'on fait le choix de cette option sud. On voit effectivement en première position, c'est Louis Duc. Alors ça fait plaisir, sur un bateau qui est un bateau à dérive. Et Arnaud Boissière, deuxième. Voilà, Arnaud également, deuxième. Alors qui ont fait. Louis a vraiment pris l'option nord. Je lisais cet après-midi qu'il disait même qu'il pensait vraiment qu'il y en a d'autres qui seraient allés l'accompagner au nord. Lui, il est parti là-bas un peu tout seul, ce qui fait qu'il se retrouve en première position. Bravo. On espère aussi que ça va passer pour lui. Sébastien, cette option, on voit qu'il y a la dépression qui va passer dans les prochaines heures. Oui, effectivement, demain à la mi-journée, il devrait passer une première dépression, puis une seconde encore plus violente. C'est vrai que l'option nord me paraît quand même très risquée, parce qu'ils vont rencontrer un état de mer et une dépression qui est quand même très forte. C'est pour ça que le groupe de leaders avec Charlie, Thomas Ruyant, etc. partent vers le sud. Le but est d'échapper un petit peu à cette première dépression pour ensuite essayer de se positionner par rapport à la deuxième dépression dans des conditions qui seront beaucoup plus maniables. Donc je mise quand même sur l'option sud qui me paraît quand même beaucoup moins risquée. Je crois que Louis va au nord, mais vraiment parce que lui il a un bateau très résistant, ces bateaux à dérive. Il se dit allez, je vais dans le front et on verra. Un coup d'œil rapide aux ultimes. Bien sûr. Avec la carto donc de cet après-midi. Si on peut voir ça en régie, l'autre carto Route du Rhum dans la catégorie ultime. Voilà. Donc effectivement, la flotte menée par Thomas Coville sur ce débo. Alors on voit bien sûr qu'ils ont pris beaucoup d'avance puisque les premiers sont en train d'approcher déjà du Cap Finistère, de l'angle de la péninsule ibérique. Donc là également ça va vite. Alors bien sûr on a constaté quand même un abandon, deux avaries en tout cas, parce qu'on a parlé d'Armel Lecléache, mais il y a également Use It Again avec Romain Piliard qui lui a heurté visiblement un ovni. Alors est-ce que c'est une bouée, on ne sait pas trop. Il a une étrave qui est fortement abîmée. Un petit mot avec Denis Van Weinberg quand même depuis la Belgique. Vous suivez cette route du Rhum, j'imagine, avec attention. Effectivement, comme Sébastien, une petite pointe de regret, mais j'étais aussi au départ, puisque j'ai été donné un coup de main à mon copain hongrois, Sabi, qui est aussi en IMOCA et qui, pour lui rendre la balle, puisqu'il était venu me donner un coup de main en Islande quand j'avais tous mes problèmes. Donc voilà, donc c'est vrai que c'était un bel événement, beaucoup de bateaux, beaucoup de monde, je pense que c'est une très belle réussite.
Oui, parce que voilà, vous avez laissé sur cet abandon tout près de la ligne d'arrivée, sur la dernière Vendée Arctic au niveau de l'Islande. Quelle est votre actualité aujourd'hui, Denis Van Weidberg, vos différents projets? Eh ben, le projet, il reste en cours, même si on n'était pas à la Route du Rhum. Donc l'objectif, c'est toujours 2024 et le Vendée Globe. C'est vrai que n'étant pas à la Route du Rhum, ça m'a permis de faire pas mal de prospection et de travailler mes dossiers et de faire du commercial ici en Belgique. Donc c'est aussi pour ça que j'étais moins présent en septembre-octobre au Sable. Et puis là, sur les 15 derniers jours, j'ai pas mal bossé avec Sabi, l'équipe du Hongrois. Donc on a été quand même bien occupés. La route du Rhum, tu la connais bien? Bonjour Denis. La route du Rhum, pardon, tu la connais bien? Tu as participé en 2010, c'était en classe 40. Qu'est-ce que tu retiens de ce parcours, toi? Et qu'est-ce que tu as envie de dire de ce parcours et de cette course? C'est une course qui reste magique. C'est la transat française par excellence. Et puis on arrive en Guadeloupe, donc c'est quand même assez sympa. On part ici quand il fait mauvais, et puis on arrive là-bas, c'est petit ponche et c'est la fête. Donc voilà, moi j'en garde que des bons souvenirs. J'en garde un souvenir un peu de stress au départ, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde sur l'eau. Donc je me souviens que c'était un gros dossier. Et on a vu d'ailleurs que sur ce départ-ci, c'était pas simple, puisqu'il y a eu des collisions, il y a eu beaucoup de croisements. Et donc c'est toujours compliqué ce départ jusqu'à la pointe de Bretagne. Après, comme on disait, comme Sébastien, c'est dommage de ne pas être là, mais je pense que c'est un mal pour un bien. Allez, on continue à parler voile bien sûr dans quelques instants, mais on va s'intéresser au rendez-vous sportif du week-end avec vous, Alexandre, et on commence avec du basket. Et oui, puis il y en a des rendez-vous après leur revers hier soir en Eurocup. Les filles de La Roche Vendée Basket enchaînent, mais cette fois en championnat. C'est la 3e journée de Ligue féminine pour les Tigresses et c'est à nouveau une grosse affiche à suivre aux Oudéry. Les Vendéennes reçoivent les vice-championnes de France de Lyon Asvel, un match à suivre sur TV Vendée en direct à partir de 15h. Chez les garçons, 9e journée de National 3 ce samedi, leader et invaincu le Saint-Georges-Montaigu Vendée Basket a rendez-vous avec son dauphin en championnat face aux Finistériens de Brest. Rendez-vous 20h. Les autres équipes vendéennes engagées joueront-elles à l'extérieur? Chaland-Riévy se déplace à Saint-Rogatien, les Sables-la-Roche vont à Hennebon, Salertaine à Rezé et puis Chambretot ira jouer Vineuil. En National 3 féminine, 2 matchs à suivre sur les parquets vendéens dimanche après-midi. Chantonnay-Saint-Germain accueille le Poinçonnet pour le compte de la 8e journée. Derby à suivre entre Riévy 7e et le Smash 8e. Et puis enfin l'équipe des Herbiers ira affronter le leader du stade Rochelet. On reste avec les Herbiers, mais en football. Cette fois, avant de s'attaquer à Guingamp en Coupe de France la semaine prochaine, les Rouges et Noirs, 3e au rendez-vous avec Bourges, avant-dernier du championnat. Coup d'envoi de cette 9e journée de National 2, c'est demain 19h au stade Massabielle. Une division en dessous, 7e match pour les équipes vendéennes engagées en National 3. Le match à ne surtout pas rater, c'est samedi 18h. Les 2 leaders et seules équipes encore invaincues s'affrontent, Fontenay face à la Roche VF. À la même heure, autre derby à suivre entre le FC Chaland et le Poiré-Pouzauges se déplacera lui à Beaucouze. Et puis au stade Saint-André-d'Ornay, la Roche ESO reçoit la réserve du stade Lavallois, match à suivre à 19h. Et puis un mot de handball pour conclure cette première de l'agenda du week-end. Le seul match à suivre en Vendée, c'est en National 3 féminine. Les Herbiers Lanternes Rouges doivent prendre des points ce week-end et enfin décrocher un premier succès. Réponse samedi soir face à Bougnay à la salle du Donjon. Et puis 2 autres matchs à suivre à l'extérieur. En National 1 masculine, Pouzauges ira à Gien. En National 3 masculine, le Slam ira jouer à Obja. 2 rencontres programmées samedi soir. Et vous en avez parlé au début de cet agenda en basket, l'équipe de La Roche-sur-Yon, l'équipe féminine, jouait en Eurocup ce mercredi soir, 3e journée de l'Eurocup. Et donc en effet, le RVBC s'est fait corriger sur le parquet de Villeneuve-d'Ascq avec une très lourde défaite, 81-50. Le score était déjà de 50-25 à la mi-temps. Une soirée très compliquée donc pour les Tigresses qui totalisent 2 défaites et 1 victoire dans cette phase de poule d'Eurocup. Elles sont 3e de leur groupe derrière Villeneuve qui totalise 3 victoires et Londres qui est en compte 2. Le prochain match d'Eurocup, ce sera le 16 novembre à Sassari en Italie. Mais avant cela, comme vous le disiez Alexandre, il y aura la 3e journée de Ligue féminine contre Lyon Asvel dimanche à suivre en direct sur TV Vendée. Et à noter d'ailleurs que le tirage au sort des 8e de finale de la Coupe de France de basket a eu lieu ce jeudi. Et le RVBC affrontera de nouveau Lyon Asvel. Ce sera le jeudi 1er décembre à 20h. Et puis un mot de cyclisme et plus particulièrement de VTT trial avec la jeune Emma Louineau qui est championne de France de VTT trial et qui est actuellement à Abu Dhabi pour disputer les championnats du monde. Licenciée au club VTT Rié Océan et membre de l'équipe Vendée Piftobois, elle a récemment terminé 8e de la Coupe du Monde et elle ira pourquoi pas chercher un podium mondial ce week-end. On revient à la voile avec nos 2 invités, Denis Van Weidberg donc, qui est en visio depuis la Belgique et Sébastien Simon qui est avec nous sur le plateau. On a parlé de l'actualité de Denis au niveau de l'IMOCA. Même question
pour vous. Où en êtes-vous aujourd'hui au niveau de la course au large? Je crois qu'en voyant votre pull Guyot Environnement, il y a quelque chose qui se prépare avec Benjamin Dutreux. Exactement, une actualité plutôt riche. Pour le moment, je travaille avec Benjamin Dutreux, donc j'ai participé avec son équipe en tant que routeur pour Benjamin sur la route du Rhum, donc l'analyse météo plutôt. Et ensuite, nous attend The Ocean Race, un gros programme de course autour du monde en équipage, donc la plus grande épreuve du monde en course au large, donc 6 mois d'aventure autour du monde, 7 étapes, 5 personnes à bord de ces bateaux du Vendée Globe. Donc ce sera une grande première pour nous, une belle opportunité. En tout cas, je pense qu'on a de belles choses à démontrer avec Benjamin et je suis très fier de faire ça avec lui et son équipe Guyot Environnement. Et ensuite, en parallèle, je continue ma recherche et mon financement d'IMOCA en vue du Vendée Globe 2024. Les choses avancent bien, la raison d'être du projet devrait être annoncée d'ici peu. D'accord. Donc en tout cas, voilà, j'en suis très fier et je suis plutôt confiant pour la suite. Alors, on a une petite pensée justement pour Benjamin, qui est actuellement sur la route du Rhum. Sébastien, tu as même d'ailleurs quelque part participé à cette route du Rhum, puisque tu es allé te qualifier en tant que skipper remplaçant au cas où il arrivait quelque chose avant le départ à Benjamin. Donc tu as pu naviguer aussi déjà sur ce bateau. Cette Ocean Race, je rappelle, c'est la première fois que cette course va être autorisée aux IMOCA. Donc on en parlait tout à l'heure, c'est la vie à bord dans ces bateaux-là, 5 à bord, pendant, alors on va dire 6 mois de course en tout cas, avec 9 étapes. Comment tu appréhendes cette chose-là? Ça nécessite quand même beaucoup d'entraînement. À bord, il y a des Allemands, il y a des Anglais, c'est vraiment une team européenne. Comment vous abordez ça entre vous? C'est vrai que c'est un projet assez hors norme parce que c'est des bateaux qui sont conçus pour le Vendée Globe, c'est-à-dire des bateaux qui sont conçus pour naviguer en solitaire. Et là, en fait, on va se retrouver à 5 à bord, 4 équipiers plus un médiaman qui va faire des images, des photos, des vidéos et pouvoir les envoyer et communiquer avec la Terre. Donc ça va être quand même très très particulier. C'est des bateaux dans un environnement quand même très restreint. Va falloir apprendre un petit peu le savoir-vivre, le savoir-être, c'est pas évident. Et en plus, la particularité de notre projet, c'est que c'est un projet européen. Donc avec Benjamin, on est les seuls Français à bord, donc il faut parler anglais. Et voilà, c'est quelque chose d'assez éprouvant. Et puis surtout, nous, dans le milieu de la course au large, qui est quand même un milieu très français, ça fait du bien de naviguer avec des gens qui viennent d'un autre horizon. On a quand même pas mal de campagnes olympiques à bord. Donc voilà, ça va être sympa. Parce que c'est quand même des profils très performance à bord de ce bateau. Je rappelle, donc le départ 15 janvier, ce sera à Alicante, 15 janvier 2023, on suivra ça de près. 9 villes, 9 ports visités et une très longue étape entre Cape Town et Itajaí, 1 mois de mer à travers le Pacifique, avec le passage du Cap Horn. Là aussi, ça va être un gros morceau, ça, à 5 à bord. C'est une étape emblématique, clairement, et c'est l'étape que je regrette beaucoup sur le dernier Vendée Globe parce que c'est la partie du Vendée Globe où j'ai dû abandonner malheureusement après avoir participé au sauvetage de Kevin Escoffier. Parce que voilà, je rappelle, j'ai heurté un OVNI alors que j'étais en 4e position et j'ai dû me dérouter à Cape Town pour retrouver Alex Thompson et Samantha Davis. Donc évidemment, beaucoup de déceptions et j'ai comme une envie de revanche, en tout cas dans ces mers du Sud. Denis Van Weinberg, alors on a vu quelques images de Sébastien Simon lors de la dernière Transat Jacques Vabre avec Yann Eliès. On va voir aussi quelques images, vous, de la dernière Transat Jacques Vabre. Vous étiez avec Tanguy le Turquet. Alors déjà, alors c'était il y a à peu près un an, quelle analyse vous faites de cette Transat Jacques Vabre avec Tanguy? Écoutez, c'était un super moment. Tanguy, c'est un super marin. Moi, j'ai eu la chance de naviguer avec lui. Il avait fait 2 mini-transats et 5 Figaro. Donc forcément, c'était que du bonus pour moi. Et pour lui, c'était intéressant aussi dans son processus de qualification pour le Vendée Globe. Donc je pense que c'était un échange de bons procédés. Voilà, donc nous, on était vraiment très très contents de l'avoir à bord. Je le suis maintenant. En plus, il va bientôt être papa. Donc je pense que c'est 2 grosses étapes pour lui. Route du Rhum et être papa, je dirais, dans le même mois, ça va être chargé. Donc voilà, nous, on continue notre bonhomme de chemin. On est toujours aussi, comme Sébastien d'ailleurs, à la recherche de partenaires avec notre projet un peu particulier, avec nos bénévoles sablés qui travaillent sur le bateau. Donc voilà, c'est notre actualité pour le moment. Parce qu'effectivement, ton bateau est basé au Sable. Je rappelle, c'est le bateau sur lequel Nandorfa avait couru le Vendée Globe en 2016. On parlait tout à l'heure de ton programme actuel, c'est de la recherche de partenaires. Mais quand est-ce qu'on va avoir le plaisir de te retrouver sur l'eau en course? C'est quoi la prochaine échéance? Les prochaines courses, ça va être le programme IMOCA. Donc il y a peut-être une course qui va avoir lieu au mois de mai. On est occupé à en parler là, dans la classe IMOCA. Sinon, ce sera la Fastnet, puis la Jacques Vabre, et puis le retour de la Jacques Vabre.
On sait que la course importante, je pense, l'année prochaine, ça va être le retour de Jacques Vabre, puisqu'elle sera qualificative pour le Vendée Globe. Donc, pour ceux qui n'ont pas coché la case à la Route du Rhum ou la Vendée Arctique, comme Sébastien ou comme moi, ça va être une course importante. Donc on fait tout pour y être. On démarche beaucoup de gens, on va voir beaucoup de gens, on a beaucoup de rendez-vous, on fait des conférences, on parle beaucoup de notre projet dans la presse. Donc voilà, c'est notre boulot pour le moment. Allez, on poursuit les rendez-vous sportifs du week-end avec vous, Alexandre, et notamment de l'équitation. Et oui, les passionnés d'équitation seront ravis ce week-end pour les 3 prochains jours puisque le centre équestre de Sainte-Foy organise le Jumping d'automne. Rendez-vous tout ce long week-end à partir de demain et jusqu'à dimanche. Épreuve de saut au programme avec des obstacles de 1 m à 1 m 35 avec aussi un relais à l'américaine. Et puis l'événement est organisé pour la bonne cause puisque toutes les recettes seront reversées au Resto du Cœur. À Némy, ce samedi, ils seront plus de 250 à s'affronter autour d'un sport typiquement vendéen. Place au championnat de France individuel de Palais dans les salles de sport du complexe sportif de Némy, donc une édition record en termes de participation à suivre samedi dès 8h30. Du cyclocross, dimanche matin, ça se passe aux Essarts en bocage et plus précisément au Pied de Frais. Le Vélo Club Essartais organise le Grand Prix Fernandez de cyclocross, support du championnat départemental de Vendée. Départ échelonné de 10h à 15h15 en fonction des catégories de course. Sans le vélo, cette fois, vous avez rendez-vous avec de la course à pied ce samedi direction l'île de Noirmoutier pour le trail de Barbâtre. Départ à 15h, place du marché. L'île de Noirmoutier Triathlon qui organise l'événement propose 3 formats, 7, 14 et 21 km. Dimanche matin, l'AC Baignon-Basset vous propose la randonnée Claude Seguin, une course hommage au fondateur de la section cyclotouriste du Baignon-Basset. Distance là aussi au choix, 6, 10, 14, 17 et 23 km. Et puis pour clore cet agenda du week-end, 2 derniers événements réunis en un à vous communiquer. C'est la 30e édition du Marais-Horton. Vous l'aurez deviné, ça se passe à la Réhorte, des circuits de randonnée pédestre au programme et c'est au choix de 8,5 à 31 km selon vos envies. Il faudra cependant mettre le réveil assez tôt demain matin, départ libre dès 7h45 à Féol, salle Clémenceau. Et puis, si la randonnée pédestre n'est pas votre tasse de thé, vous pouvez toujours participer à cette 30e édition, mais sur la selle de votre VTT, là aussi plusieurs formats de course entre 17 et 57 km. Possibilité de moduler votre distance en fonction de votre forme du jour. Et le rendez-vous, c'est aussi demain matin. Merci Alexandre. Alors avant de se quitter, j'aimerais qu'on parle d'autre chose que la voile, Sébastien, puisqu'on vous a découvert sur notre sport ces derniers mois, le triathlon. Vous avez beaucoup fait de vélo, de course à pied, de natation notamment. Vous avez participé au Alpha Ironman des Sables d'Olonne. Racontez-nous ça. Oui, effectivement, une petite parenthèse. Première expérience de compétition autre que la voile. J'ai commencé d'abord par des engagements un peu associatifs où je me suis mis au vélo alors que... Avec l'association Partage. Effectivement, et avant Protector Winters. C'était des moments très sympas où j'ai découvert une autre discipline. Finalement, je me suis retrouvé complètement piqué. Et il se trouve qu'une personne, un ami de mon équipe technique qui travaillait avec moi avant, s'est inscrit au Alpha Ironman sans me le dire. Il m'a envoyé un screenshot et cap ou pas cap, je me suis inscrit avec lui. Et en fait, d'une petite préparation, je me suis retrouvé à faire beaucoup d'heures d'entraînement. Et voilà, ça a été une expérience incroyable avec un chrono dont je suis plutôt très fier. 4h40 minutes et 40 secondes pour, on le rappelle, presque 2 km de natation, 90 km de vélo et un semi-marathon pour terminer. Donc c'est quand même pas mal. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous rendre visite. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Denis Van Weinberg depuis la Belgique. À bientôt au Sables d'Olonne. Merci à vous, à très bientôt. À partir de la semaine prochaine, je suis de nouveau au Sable. Très bien. Merci Alexandre, merci Fabrice, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dimanche à 15h pour le match en direct de La Roche Vendée Basket Club. Et vous retrouvez Alexandre lundi matin pour le Journal des Sports. Et moi, je vous retrouve pour 85 chronos lundi soir. Très bonne soirée à tous.